Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants, bienvenue à Motivation et Émotion, PSF 3, 4, 2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect biologique, neurologique de tout ça, un peu d'hormones aussi, ok? Donc, on va parler de la biologie, dans le fond, des émotions et de la motivation. Mais vous allez voir que je vais pas faire une partie genre bio des émotions, puis ensuite bio de la motivation, parce que c'est plus complexe que ça, c'est plus flou que ça, ok? Donc, je vais parler de certaines choses que l'on sait, mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cas d'un état, un état affectif qui a une composante émotionnelle et aussi une composante motivationnelle. Et cet état affectif-là, c'est l'agressivité. Okay? Donc, à un moment dans le cours, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais parler de certaines choses qu'on sait neurologiquement par rapport à l'agressivité, tout en prenant en compte que j'utilise un cas comme celui-là parce que l'agressivité est un cas parfait où est-ce qu'on a définitivement une composante émotionnelle à l'agressivité. Okay? Il y a quelque chose, il y a de la colère, il y a de la furie, il y a une émotion, mais aussi extrêmement de motivation dans l'agressivité. On est très motivé à frapper l'autre, à blesser, à faire des trucs. Okay? Donc, je vais me balader un peu comme ça. Et dans le fond, c'est ce que je voulais vous dire, pour pas que vous attendiez à ce qu'on voit des trucs émotions, puis à côté on voit des trucs motivation, puis ils sont différents les uns des autres. Voyez-le comme étant un tout global. T'sais. Normalement, quand on est émotionnel, on est motivé vers quelque chose. Quand on est motivé vers quelque chose, ça vient généralement avec une émotion. C'est nous, dans notre façon de penser, qui distinguons ces deux trucs-là, l'émotion et la motivation, mais dans la vraie vie, ils sont souvent tous les deux parties de quelque chose de plus large, d'un genre d'état affectif plus large, si on veut. OK, avec ceci dit, je vais commencer. OK? Et je vais commencer très large, avec l'observation qu'il y a une question qui est très populaire dans la science populaire. OK? Si vous lisez des articles de revues populaires qu'on peut trouver dans des librairies ou dans des pharmacies, tu sais, Science American ou Science Québec ou Popular Science ou des trucs comme ça, ou si vous écoutez des documentaires sur YouTube ou sur la télé ou peu importe, et qui portent sur les émotions et l'aspect biologique, très souvent, une question qui va être posée, c'est où se situent les émotions dans le cerveau? Quel est le site des émotions dans le cerveau? Okay? Et très souvent, les gens vont commencer là quand ils vont réfléchir au cerveau et aux émotions, ou au cerveau et à la motivation. Mais je parle d'émotions pour l'instant. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette question-là, elle est très problématique. Et c'est pas qu'elle est très problématique parce que... en fait, je sais pas comment finir cette phrase, fait que je vais recommencer la phrase. Cette question-là est très problématique parce qu'elle est mal posée. C'est juste une mauvaise question. OK? C'est une mauvaise question. C'est comme si vous demandiez, vous savez que de l'eau, c'est fait avec de l'oxygène et de l'hydrogène, right? H2O. Chaque molécule d'eau est deux atomes d'hydrogène et une molécule d'oxygène collés ensemble. C'est comme si vous vous demandiez, tu sais, où est la liquidité dans l'hydrogène ou l'oxygène? Où est la liquidité de l'eau? Ça fait aucun sens de demander ça. Il n'y a pas de liquidité. L'hydrogène, c'est pas mouillé, puis l'oxygène, c'est pas mouillé. Donc, c'est un peu le même exemple ici, là. Le fait de se demander où se situent les émotions dans le cerveau ne fait pas de sens. Et on va voir pourquoi dans quelques minutes. Mais ça ne fait pas de sens de différentes manières. Enfin, la première façon que c'est une mauvaise question, c'est qu'on fait juste dire où se situent les émotions dans le cerveau. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on pose cette question-là, la question dépend énormément du cadre de référence. Ou dans le cerveau, ça peut vouloir dire plein de trucs différents à plein de niveaux de profondeur différents. OK? Et c'est le problème, ça, de la question de l'échelle de mesure. Donc, si je dis « où dans le cerveau », qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui posent cette question-là nous disent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire par « où dans le cerveau ». Est-ce que je veux dire au niveau d'un lobe particulier? Comme où dans le cerveau se situe, par exemple, la colère? Est-ce que quand je pose cette question-là, je veux dire
Dans quel lobe du cerveau se pose la colère? Vous vous souvenez que vous avez différents lobes, le lobe frontal, occipital, temporal, pariétal. OK? Est-ce que les gens qui demandent où dans le cerveau se situe l'émotion veulent dire où en termes de quel lobe? Est-ce qu'ils veulent parler d'une structure particulière, comme où dans l'hypothalamus, ou dans l'hypophyse, ou dans telle affaire? Est-ce qu'ils veulent dire où dans le sens d'une aire? Une aire, c'est pas un lobe, mais c'est comme une région du cerveau qui parfois englobe plusieurs lobes ensemble et plusieurs structures ensemble? Est-ce qu'ils veulent dire où par un réseau de neurones? Et si oui, de quelle envergure? Est-ce qu'ils veulent dire où comme un groupe de voxels ou même un voxel en particulier? En passant, qu'est-ce que c'est qu'un voxel? Un voxel en IRMF, là, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, un voxel, c'est un petit cube de tissu cérébral. On voit des voxels ici, là, des groupes de voxels en fait. Chaque voxel, ça représente environ 5,5 millions de neurones. Ce que l'IRMF fait, l'imagerie résonance par magnétique fonctionnelle, je ne sais pas si j'ai bien dit ça, elle décompose le cerveau en voxels. Puis des voxels, c'est des petits cubes de tissu cérébral. Et chaque voxel représente à peu près 5,5 millions de neurones. Donc les taches oranges que vous voyez dans l'image ci-dessous sont formées de plusieurs voxels, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de voxels. Okay? Donc, quand les gens disent où dans le cerveau se situe l'émotion, est-ce qu'ils veulent parler de dans quel voxel? Dans quel groupe de voxels? Ou plus large, dans quel réseau neuronal? Dans quelle aire? Dans quelle structure particulière? Dans quel lobe? Ils nous disent pas. Ils font juste dire où. Alors, c'est pour ça que la question est très mal posée. T'sais? Est-ce que où dans le cerveau se situe l'émotion peut vouloir dire dans quel neurone individuel? Est-ce que c'est ça que les gens veulent dire? Est-ce qu'ils sont en train de demander si l'émotion serait dans un neurone individuel? Ou même dans certaines synapses entre deux neurones? Etc. Okay? Donc, ce que vous voyez, c'est que la question où se situe l'émotion dans le cerveau, elle est vraiment mal posée parce que où peut vouloir dire plein de choses, plein de différents niveaux. Il y a différents niveaux de profondeur. On peut partir du cerveau en tant que tout et descendre jusqu'au niveau microbiologique à des récepteurs sur des cellules, là, dans des neurones. Donc, où peut être tous ces niveaux-là, là, et tous ces niveaux-là, et donc la question où se situent les émotions est très mal posée parce que la question ne spécifie pas à quel niveau d'échelle on veut jouer. Okay? Puis, mais il y a quelque chose de pire que ça. Il y a une raison pour laquelle je trouve que cette question est encore plus mauvaise, est encore pire. T'sais? C'est que on pourrait se demander, ok, on dit où se situe l'émotion dans le cerveau, mais on pourrait se demander, attends une seconde, est-ce que le concept d'émotion, avoir une émotion, être émotif, c'est-tu quelque chose qui est approprié lorsqu'on parle du cerveau? C'est-tu le genre de concept qui existe dans le monde du cerveau? Et ce que je veux dire, c'est que quand on réfléchit à une émotion, on a dit qu'une émotion, c'est quelque chose qui est multicomponentiel, right? Une émotion, c'est quelque chose qui est multicomponentiel, qui a plusieurs composantes. Vous vous souvenez? Ressenti, expressif, comportemental, neurologique, social, etc. Okay? Cognitif. Mais remarquez ce que je viens de dire. Neurologique, c'est juste une composante de l'émotion. Rien qu'une. Il y en a plein d'autres. Donc, les émotions sont des processus multicomponentiels dont une des composantes, ça devrait être composante E, désolé, est neurologique. Donc, ça veut dire que ça prend un cerveau pour avoir une émotion. Mais une émotion, c'est pas quelque chose qui arrive à un cerveau, qui se passe à un cerveau. Une émotion, c'est quelque chose qui arrive à un organisme.
à une personne dans un environnement. C'est pas votre cerveau qui est en colère. C'est vous qui êtes en colère. La différence est importante, là. OK? C'est pas votre cerveau qui est en colère. C'est vous qui êtes en colère. Votre cerveau fait quelque chose quand vous êtes en colère. Mais la colère, c'est quelque chose qui arrive à vous, en tant qu'organisme dans un environnement et souvent dans une situation sociale. La colère, c'est quelque chose qui émerge chez vous en tant qu'organisme qui interagissait avec un environnement, souvent un environnement social. C'est de ça qu'émerge un truc qu'on appelle la colère. La colère est là-dedans. Elle est à ce niveau-là. Elle fait du sens à ce niveau-là. Elle ne fait pas du sens au niveau d'un cerveau. Okay? Votre cerveau n'est pas en colère. Vous êtes en colère. Donc, l'émotion est quelque chose qui arrive à un organisme dans un environnement, et souvent en situation sociale. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à un cerveau ou dans un cerveau. Okay? Alors, pourquoi serait-il rationnel de croire que les émotions se passent au niveau du cerveau? Les émotions ne se passent pas au niveau du cerveau. Les émotions, ce n'est pas des choses qui arrivent à un cerveau. Un cerveau fait des choses qui font qu'une personne est émotionnelle. Le cerveau lui-même n'est pas émotionnel. Donc, de demander où dans le cerveau est la colère ne fait aucun sens. La colère, ce n'est pas quelque chose qui arrive où ou dans un cerveau. C'est quelque chose qui arrive c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un et dans un environnement social, généralement. Okay? Le cerveau est impliqué dans la colère, évidemment. Mais la colère, c'est pas quelque chose qui arrive à ou dans un cerveau. Encore une fois, ce serait comme demander... Mon Dieu, les fautes, je suis désolé. Ce serait comme demander ER. Ce serait comme demander où se trouve la liquidité dans l'oxygène ou dans l'hydrogène. La liquidité, c'est quelque chose à propos de l'eau. L'eau, c'est formé d'oxygène et d'hydrogène. On peut demander... on peut prendre de l'eau dans sa main et remarquer que c'est liquide. OK? Mais cette liquidité-là, elle n'est pas dans l'oxygène ou dans l'hydrogène. La colère, c'est quelque chose qui arrive à une personne. On peut prendre une personne, remarquer qu'elle est en colère. Une personne est en partie construite par son cerveau. Une des parties d'une personne, c'est un cerveau. Okay? Mais on ne peut pas demander où la colère est dans le cerveau. Pas dans le cerveau. La colère, c'est quelque chose à propos de la personne qui a un cerveau. Okay? C'est pour ça que la question est très mal posée, d'une certaine manière. Maintenant, ce que j'essaie pas de dire qu'il n'y a aucun lien entre le cerveau et la colère, puis on ne peut rien savoir de la colère en regardant ce qui se passe dans le cerveau. Là. Tout ce que je fais dire, c'est que la question où dans le cerveau est la colère ne fait aucun sens. Parce que la colère, ça existe à un niveau plus large que le cerveau. Ça prend un cerveau, un corps, tout un système nerveux, une personnalité, des buts, une autre personne qui bloque vos buts, vous qui interprétez que quelqu'un bloque vos buts, la personne qui fait par exprès, puis là, pouf, émerge de ça de la colère. Mais vous remarquez qu'un cerveau, c'est juste une composante de ce qui fait émerger la colère. Donc, la colère ne peut pas être dans le cerveau. Okay? Comme la liquidité de l'eau ne peut pas être dans l'oxygène ou l'hydrogène. Mais non, c'est ça que je suis en train de dire. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun lien entre le cerveau et la colère. Il y a certainement un lien entre le cerveau et la colère. Il y a certainement des patrons d'activité au sein du cerveau pendant une réponse émotionnelle comme la colère. Mais cette réponse-là, au niveau du cerveau, j'ai dit cette réponse-là, je devrais dire ce patron d'activité-là. Je vais le corriger tout de suite. Tiens, j'ai corrigé. Donc, je reprends ça. Il y a certainement des patrons d'activité au sein du cerveau pendant une réponse émotionnelle. Le cerveau fait quelque chose. Okay? Comme pendant la colère. Mais ce patron d'activité-là n'est pas l'émotion, il n'est pas la colère. C'est une composante de cette réponse émotionnelle-là. C'est rien qu'une composante, parmi plusieurs. Okay? Donc, conclusion, on ne trouvera pas la peur, la colère ou la joie dans le cerveau. On va trouver dans le cerveau des patrons d'activité qui contribuent à ce qu'un individu dans un monde ressente de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, etc. OK? Mais alors, si je viens juste de complètement casser la question où dans le cerveau se situent les émotions, mais que je viens de rajouter que, c'est pas que le cerveau a nullement rapport aux émotions, le cerveau est très important pour les émotions. Mais alors, quelle serait la meilleure question à poser?
Ben, la meilleure question à poser serait quelque chose comme, OK, quel type d'activité retrouve-t-on dans le cerveau lorsque nous avons une réponse émotionnelle? Pas lorsque notre cerveau est fâché ou... Qu'est-ce que le cerveau fait quand moi je suis fâché? Qu'est-ce que le cerveau fait quand moi je suis triste? Comment le cerveau contribue au fait que je me sens fâché, que je me sens triste? OK? Avec cette idée que c'est je qui me sens triste ou fâché, c'est pas mon cerveau qui est triste ou fâché. Ben là, la question est un peu plus sensée que précédemment, elle fait un peu plus de sens, right? Là, c'est mieux. Quel type d'activité retrouve-t-on dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque moi, je me sens fâché? Ben, ou par moi, je veux dire les êtres humains en général. Okay? Je m'utilise comme représentant de l'espèce Homo sapiens. Okay? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes fâché? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain quand il ou elle est fâché? Okay? La question est beaucoup meilleure. Là. Beaucoup meilleure que où dans le cerveau se situe la colère. Mais remarquez, ça ne règle pas le problème de l'échelle de mesure. Right? Ça ne règle pas le problème de l'échelle de mesure. Quelle activité retrouve-t-on dans le cerveau lorsque nous avons une réponse émotionnelle? Qu'est-ce que je veux dire par dans le cerveau? Est-ce que je parle de lobe? Est-ce que je parle de structure spécifique? Est-ce que je parle de réseau de neurones? Est-ce que je parle de neurones particuliers? Est-ce que je parle de voxels? Est-ce que je parle de groupe de voxels? Ça ne règle pas ce problème-là. Okay? Et dans le fond, ce problème-là, il fait référence au fait que pour bien étudier la neurologie d'une réponse émotionnelle, il va falloir étudier cette question-là à plein de différents niveaux d'abstraction. Certains chercheurs vont devoir regarder au niveau des lobes, d'autres vont devoir regarder au niveau plus précis de structure anatomique, d'autres vont devoir regarder plus précis au niveau de groupes de neurones, d'autres vont peut-être devoir regarder plus précis au niveau de neurotransmetteurs, descendre de plus en plus du large à du très, 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 très petit, à du très neurochimique. Okay? D'autres vont devoir regarder uniquement certains neurotransmetteurs, certaines hormones. Okay? Et avec ça, en faisant ça, on va peut-être avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le cerveau lorsque une personne a une réponse émotionnelle comme la colère. OK? Mais la question est encore pas super satisfaisante. OK? Reposons la question. Quel type d'activité retrouve-t-on dans le cerveau? Okay? Puis là, je présuppose que j'ai des gens qui vont regarder dans le cerveau à différents niveaux d'attraction, du cerveau large à des neurones simples, à des neurotransmetteurs encore plus simples. Quel type d'activité retrouve-t-on dans le cerveau lorsque nous avons une réponse émotionnelle? Ben, qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a une réponse émotionnelle standard, classique, qui décrit toutes les émotions? Peut-être que la réponse à cette question-là, elle dépend grandement de la réponse émotionnelle à laquelle on fait affaire. Peut-être que la réponse à cette question-là, elle n'est pas du tout la même quand on parle de la peur, que quand on parle de la colère, que quand on parle du dégoût, que quand on parle de la jalousie, etc., 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 que quand on parle de la honte, quand on parle de la joie. OK? Peut-être que c'est des questions complètement différentes, là. Donc, le fait de poser une question, quel type d'activité retrouve-t-on dans le cerveau lorsque nous avons une réponse émotionnelle, c'est encore là, c'est une mauvaise question parce que réellement, ce qu'on devrait poser, c'est quand on devrait identifier une émotion spécifique et là, poser une question à propos de celle-là. Et poser une autre question à propos d'une autre émotion spécifique parce que les réponses pourraient être très différentes. OK? Donc ça, je sais que ça fait un peu comme on analyse le langage, c'est un peu philosophique à la limite, mais c'est pour vous montrer que très souvent en science, on pense que la science, c'est souvent à propos des découvertes qu'on fait, à propos des données qu'on obtient quand on fait des recherches. Mais la science, c'est aussi énormément à propos de la qualité des questions qu'on pose. Et très souvent, si on pose une mauvaise question, on obtient une mauvaise réponse. OK? Vous avez peut-être déjà entendu l'expression en anglais, tu sais, play stupid games, win stupid prizes. Et si vous jouez à des jeux idiots, vous risquez de gagner des prix idiots. OK? Ben, c'est un peu la logique ici. Si vous posez une mauvaise question au niveau de recherche scientifique,
Je ne vais pas dire qu'il y a des mauvaises questions pour vous en tant qu'étudiant. Toutes les questions que vous avez sont bonnes. Mais si on pose mal une question scientifique, on va obtenir des réponses à cette question qui ne font aucun sens. Et donc, la question où se situe la colère dans le cerveau ne fait aucun sens. Et si on fait de la recherche à partir de ça, on va trouver des trucs complètement distordus. La question où se situe, comment est-ce que le cerveau contribue à l'émotion, fait pas beaucoup de sens, est mal posée aussi, parce que ça dépend de quelle émotion. Okay? Donc, une vraie bonne question serait, par exemple, lorsqu'un individu rapporte qu'il est fâché, ça veut dire lorsqu'un individu lui-même, avec un outil comme qu'on a vu là, dans la section induction et mesure, par exemple avec le PANAS ou le gradient le gradient affectif, quelque chose comme ça. Lorsqu'un individu rapporte qu'il est fâché, okay, puis on le voit dans son visage, il y a une baisse des sourcils, puis tout ça, puis en plus il dit qu'il est fâché, puis qu'on mesure des choses à propos de son cerveau, qu'est-ce qui se passe dans telle région du cerveau? Ça serait une bonne question. OK? Bon. Et la question est importante. OK. Ben, présupposons qu'on a des bonnes questions. OK. Comment qu'on fait pour étudier ce qui se passe dans le cerveau lorsque quelqu'un a une réponse émotionnelle? Hein? Ben, on a différentes stratégies. Vous vous souvenez de induction et mesure? L'idée, c'est qu'on avait plusieurs stratégies pour induire et mesurer. La même chose ici. Okay? On a différentes façons de mesurer. Certaines de ces façons-là, en fait, je vais y aller plus large. On a différentes façons, en premier, d'observer le rôle du système nerveux central, c'est SNC, dans l'affect. Okay? Si on se demande c'est quoi le rôle du système nerveux central dans l'affect ou dans une émotion, on a différentes façons d'observer ça, incluant le mesurer, mais on peut aussi l'observer grâce à différents problèmes. Vous allez voir pourquoi c'est des problèmes, là, comme par exemple des lésions accidentelles. C'est si quelqu'un dans un accident subit un traumatisme physique, et ce traumatisme-là fait qu'il a des lésions dans une certaine région du cerveau, ben, on peut parfois observer des changements dramatiques au niveau de sa vie émotionnelle. Okay? Et le cas classique que vous avez probablement déjà tous vu en intro de la psychologie, c'est le cas de Phineas Gage, ce travailleur du chemin de fer américain qui avait reçu un tube ou un tuyau, on va dire un tube, un genre de long cylindre de métal qui, suite à une explosion, lui avait pénétré une partie du cerveau et avait, dans le fond, fait une lésion énorme au niveau de son lobe frontal. Et il avait survécu. Et une des choses qui est rapportée dans ce cas classique-là, même si c'est débattu au niveau des historiens de la psychologie, quelque chose qui semble être clair, c'est qu'il y avait un changement important au niveau de sa personnalité, spécifiquement au niveau de la façon qu'il exprimait ses émotions, sa tendance à être plus agressif, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un cas où on pouvait observer le rôle du système nerveux central, le cerveau. Okay? Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Mais nous, on veut dire le cerveau. Dans l'affect. En regardant ce qui se passe aux gens qui ont des lésions accidentelles. Okay? Et il y a plein de gens, c'est malheureux, mais on voit des patients qui ont subi des traumatismes, soit accident de voiture ou une chute, ou même une bagarre qui a très mal tourné et qui a une lésion au niveau du cerveau. Et on peut voir des changements au niveau des émotions. Soit les gens ne ressentent plus une certaine émotion ou la ressentent beaucoup trop fort, etc. Donc ça, c'est un problème qui nous permet d'observer le rôle du système nerveux dans l'affect. Des lésions accidentales. Okay? Un autre problème, c'est des régions endommagées. Des régions du cerveau qui sont endommagées. Et ça, c'est pas des lésions, elles sont pas... C'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur, un traumatisme qui est venu de l'extérieur et qui a coupé quelque chose. C'est des régions qui sont endommagées par un problème
comme un anévrisme, une tumeur, un caillot ou quelque chose comme ça, okay, qui peuvent faire, par exemple, pression sur une certaine partie du cerveau ou causer de la mort cellulaire, de la dégénération cellulaire au niveau de certaines parties du cerveau. Et là, on peut voir que chez certains de ces patients-là, on a un changement dramatique au niveau de certaines émotions, de leur vie émotionnelle, etc. Okay? Et ça peut se faire ça aussi à cause de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson, où là on a des régions qui sont affectées, pas par le fait qu'il y a une tumeur ou un anévrisme, mais c'est vraiment une dégénération au niveau des cellules elles-mêmes. Okay? Et donc, dans l'Alzheimer ou dans le Parkinson, par exemple, on voit... vous pensez peut-être que l'Alzheimer, c'est vraiment à propos... Le signe classique d'Alzheimer, c'est la perte de la mémoire. Puis le signe classique du Parkinson, c'est des tremblements. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a énormément de symptômes de l'Alzheimer et du Parkinson qui ont rapport aux émotions elles-mêmes aussi. Okay? Donc, des maladies comme ça nous permettent d'observer le rôle du système nerveux dans l'affect, dans l'émotion. On peut aussi en apprendre au sujet de groupes neuronaux spécifiques. Okay? Ce qu'on appelle des noyaux. Quand on parle de groupes de neurones ensemble, les neurones ne sont pas... il y a un paquet de neurones dans votre cerveau, puis il y a des neurones qui sont regroupés ensemble en paquets très très denses, puis on appelle ça des noyaux. Okay? On peut en apprendre des choses sur le système nerveux et son lien avec l'affect en faisant certaines choses avec des noyaux, des groupes de neurones spécifiques. Par exemple, on peut les stimuler un noyau spécifique et documenter l'effet sur le comportement. Est-ce que si je stimule un certain noyau spécifique dans une certaine région de votre cerveau, vous allez tout à coup réagir avec colère, par exemple? T'sais? Et je peux stimuler ça de différentes manières, mais une manière, c'est simplement au niveau électrique. On sait que les neurones fonctionnent par des charges électriques, donc vous pouvez aller induire un courant électrique dans un noyau, puis ça va faire réagir le neurone, et puis là, faire peut-être émerger chez vous une certaine émotion, ou peut-être pas une émotion au complet, mais ça va déclencher la composante neurologique, puis là, vous allez peut-être vous mettre à penser d'une certaine manière, puis vous comporter d'une certaine manière, que là, vous allez faire que finalement, vous allez vous fâcher. Ou bien on peut aussi déclencher un état émotionnel chez vous, vous fâcher par exprès, puis là, enregistrer l'activité neuronale dans ce noyau-là. Ça, c'est une autre façon de s'y prendre. T'sais. Donc, il y a différentes façons de commencer à regarder le rôle du système nerveux dans l'affect. Soit en utilisant des malheurs, des problèmes, comme des lésions, des anévrismes, des tumeurs, des maladies neurodégénératives, puis regarder le lien entre ça et la vie émotionnelle des patients, ou bien en allant très doucement stimuler des groupes de neurones, des noyaux, puis voir si chez vous ça augmente les chances que vous vous mettiez tout à coup dans un état émotionnel quelconque, ou bien de déclencher chez vous un état émotionnel quelconque avec les différentes stratégies qu'on a vues dans induction et mesure, et aller mesurer l'activité neuronale dans ces noyaux-là. Okay? Et en parlant de ça, de mesure, il y a plusieurs formes de technologies disponibles pour mesurer ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque nous avons une réponse émotionnelle. Okay? En fait, je dois dire, ces stratégies-là peuvent être utilisées pour mesurer ce qui se passe dans le cerveau dans toutes sortes de circonstances. Pas nécessairement quand nous avons une réponse émotionnelle. Mais on peut les utiliser pour mesurer ce qui se passe dans votre cerveau lorsqu'on a une réponse émotionnelle aussi. Okay? La première, c'est la stimulation transcrâniale magnétique. Okay? En fait, celle-là, je dois dire, c'est pas nécessairement qu'elle mesure ce qui se passe dans votre cerveau, c'est différent. Celle-là est vraiment le fun. Ce qu'elle fait, celle-là, c'est qu'elle... OK. Ce que c'est que cet objet-là qu'on voit ici, là, okay, qui fait de la stimulation transcrâniale magnétique, c'est que c'est un objet qui crée un champ magnétique. Okay? Et votre cerveau est constitué de neurones. Les neurones, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils déclenchent, ils se communiquent,
il fonctionne en créant des courants électriques. Okay? Et ce qu'un champ magnétique fait, c'est qu'il désorganise un courant électrique. Un champ magnétique peut venir interférer pour couper un signal électrique. Okay? Et donc, si on prend ce machin-là qui crée un grand champ magnétique, puis on le met proche d'une certaine partie de votre tête, et donc d'une certaine partie de votre cerveau, ça va venir faire une disruption dans les neurones, okay, qui sont dans cette partie-là. Et donc, en causant cette disruption-là, si on voit que ça change quelque chose au niveau de votre émotion, on peut donc dire que il y a quelque chose dans ces neurones-là, de cette région-là, qui sont impliqués dans votre réponse à vous de colère. T'sais, disons que je vous mettais en colère, puis là, vous avez les sourcils baissés, okay? Puis je vous mets cet objet-là proche de la tête, puis là, vos sourcils montent, vous n'êtes plus capable de les baisser. Okay? Ben, ce qu'on dirait, c'est que cette partie-là du cerveau que j'ai réussi à interférer avec, d'une certaine manière, avec mon champ magnétique, elle est impliquée dans la colère d'une certaine manière, dans le sens où si je niaise avec mon champ magnétique, vous avez plus tendance à baisser les sourcils, par exemple. La réponse expressive est comme inhibée, d'une certaine manière. C'est ça que la stimulation transcrânienne magnétique fait. Okay? Elle crée un champ magnétique qui est focalisé au-dessus du crâne. Puis ça crée une disruption dans l'activité neuronale de la partie qui est spécifiquement en dessous en dessous du champ magnétique. Okay? Et avec ça, on peut vérifier, est-ce qu'on est capable d'inhiber certaines réponses émotionnelles? Est-ce que, par exemple, si je vous fais rire je vous montre quelque chose de rigolo, puis vous avez tendance à rire, puis là, je mets ce truc-là par-dessus votre tête à un certain endroit que je pense qu'il y a rapport, où il y a des neurones, une région qui est impliquée dans votre réponse émotionnelle de joie ou de plaisir. Je déclenche mon champ magnétique, je vous montre une blague, puis là, vous n'êtes plus capable de rire. Vous ne riez plus. Vous la trouvez moins drôle. Okay? Puis si j'enlève mon champ magnétique, vous la trouvez drôle, vous mettez à rire. Bien là, ce qu'on verrait, c'est que il y a quelque chose à propos de cette région-là que j'arrive à stimuler de manière avec mon champ magnétique, okay? Qui est impliqué dans la joie ou l'appréciation de l'humour. Ça ne voudrait pas dire que la joie ou l'appréciation de l'humour est dans cette partie-là du cerveau. Ça voudrait juste dire que cette partie-là du cerveau est importante pour qu'un individu ressente de la joie ou apprécie l'humour. Okay? L'avantage de ce genre de stratégie-là, technologie-là, c'est que c'est réversible. La minute où j'enlève le champ magnétique, ça s'en va. Okay? Fait que vous n'avez pas à avoir peur qu'une session de ça, puis vous seriez plus capable, par exemple, de rire parce que la personne a tout interféré, a cassé vos neurones d'une certaine manière. T'sais. C'est réversible. C'est non invasif. Ça ne demande pas d'injection, on ne pénètre pas au sein du cerveau. Okay? On fait juste utiliser le fait fascinant que les neurones créent des courants électriques entre eux pour fonctionner. Et lorsqu'on met un champ magnétique assez gros, assez fort, proche d'un neurone, même s'il y a une couche crânienne et des tissus, les méninges qui sont entre les neurones et le champ magnétique, le champ magnétique réussit quand même à pénétrer à travers et à venir causer une disruption dans l'activité neuronale. Et c'est en causant cette disruption, si on remarque une disruption au niveau d'une réponse émotionnelle, comme par exemple vous arrêtez de rire, ou vous n'êtes plus capable de froncer les sourcils, on va dire, disruption au niveau de telle région du cerveau, par stimulation magnétique, égale disruption au niveau de telle réponse émotionnelle. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais un désavantage, c'est qu'il y a peu de résolution concernant la zone affectée. Okay? Ou même le fonctionnement de cette disruption. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, regardons la dame ici, par exemple. Disons qu'on lui fait regarder des blagues, puis on lui met ça, puis là, elle réagit pas avec... elle réagit pas, elle trouve ça moins drôle. Puis là, on dirait, il y a quelque chose à propos donc de cette... oui, ma petite flèche. De cette région-ci, disons, okay, de la tête, là, en dessous du crâne, qui fait que cette région-là, quand on cause une disruption, il semble avoir une disruption dans la capacité de rire de blague. Donc,
elle serait impliquée. Mais sauf que c'est une grosse région, ça, on ne sait pas, là. C'est où exactement là-dedans? Là? Il y a peu de résolution. C'est ça que je veux dire. C'est que ça nous dit des choses à propos des grandes parties de la tête, là, du cerveau. Là. Mais ça ne nous dit pas des choses à propos de structures spécifiques. Puis en plus, ça nous montre que si on cause une disruption, ça va avoir un impact sur la réponse émotionnelle, mais ça ne nous dit pas exactement comment. On ne sait pas exactement comment exactement que ça fonctionne. Tout ce que ça nous dit, c'est, regarde, quand on interfère avec telle région de la tête, ça a un impact sur la réponse émotionnelle de la personne. Mais ça ne dit pas exactement, OK, mais c'est au niveau, c'est où spécifiquement dans cette région-là que a lieu certains trucs qui contribuent à la réponse émotionnelle. Puis ça ne dit pas non plus que c'est comment exactement qu'ils y contribuent. Tout ce qu'on sait, c'est que si on niaise avec, ça va niaiser avec la réponse émotionnelle, mais ça ne nous dit pas sur quand on niaise pas avec, qu'est-ce que ces parties-là, ces neurones-là font exactement pour contribuer à la réponse émotionnelle. Mais c'est intéressant. C'est une stratégie. Une deuxième stratégie, technologie, c'est un tomodensitogramme, ou en anglais un CAT scan. Et ça, c'est moins fréquent parce que, pour toutes sortes de raisons. Entre autres, on utilise des rayons X, donc il y a une limite en termes de combien de fois on peut le faire sur une personne dans une certaine limite de temps, une certaine durée de temps. Okay? Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on pourrait demander à la personne d'avoir une réponse émotionnelle, la forcer à avoir une réponse émotionnelle, par exemple la fâcher, et là la mettre dans un CAT scan, un tomodensitographe, et ce qui bombarde son cerveau de rayons X, et là on peut voir certaines structures, tu sais. Mais c'est pas la meilleure chose parce que ça nous permet, dans le fond, de voir un peu la structure du cerveau, mais ça nous en dit peu sur le fonctionnement, ce qui est en train de se passer dans le cerveau. T'sais, ça nous dit sur la structure physique du cerveau. Est-ce qu'il y a une région qui est plus large? Est-ce qu'il y a une région qui est moins large? T'sais, donc, on pourrait savoir, par exemple, on pourrait regarder des gens qui ont des troubles de colère, de gestion de colère. Le genre de gens qui pètent des plombs puis qui cassent des affaires constamment, versus ces gens qui n'ont pas ça. Puis on pourrait regarder, tu sais, on pourrait utiliser un tomodensitogramme pour voir si certaines parties du cerveau sont sous-développées ou surdéveloppées chez ces gens-là qui ont un trouble de gestion de la colère, par exemple. OK? Ça pourrait nous donner une idée sur, peut-être que il y a un lien là, entre la gestion de la colère et telle partie, par exemple, est sous-développée. Et ça pourrait être pourquoi peut-être cette partie-là est importante pour la gestion, la régulation des émotions, et donc c'est pour ça que ces gens-là pètent constamment les plombs, par exemple. T'sais, un tomodensitogramme, un CAT scan avec rayon X pourrait faire ça. Mais c'est moins fréquent dans l'étude des émotions. Une autre possibilité, c'est la tomographie par émission de positrons, TEP ou PET scan en anglais. Okay? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte dans votre sang un isotope radioactif. Okay? Et donc, c'est pas dangereux, c'est à dose très, la radioactivité est très faible, mais elle est présente quand même. Okay? Et cet isotope-là, donc, on en injecte dans votre sang. Et votre sang, évidemment, à un moment, il passe dans votre cerveau. Okay? Et là, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut détecter cet isotope-là. Et donc, on peut, d'une certaine manière, voir où exactement va le sang dans votre cerveau en suivant ces isotopes-là qui sont dans le sang. Et la logique, c'est que on croit que s'il y a une région de votre cerveau qui est impliquée, par exemple, dans une réponse émotionnelle, okay, si vous avez cette réponse émotionnelle, il y a plus de sang qui va aller dans cette région-là de votre cerveau que dans une autre. Okay, parce que pour contribuer à une réponse émotionnelle, il faut que votre cerveau, cette région-là, il faut que cette région-là du cerveau s'active. Et si cette région-là du cerveau s'active, elle a besoin de plus de nutriments, elle a besoin de plus de sang. Donc, il y a plus de sang qui va dans cette région-là du cerveau. Imaginons qu'il y a une région du cerveau qui est vraiment impliquée dans la colère,
qui contribue beaucoup au fait que lorsque vous êtes en colère. Mais si je vous mets en colère, cette région-là du cerveau, elle va travailler fort pour contribuer à ça. Et donc, il y a plus de sang qui va aller là. Et donc, si on a mis des isotopes radioactifs dans votre sang et qu'on peut les tracker, on peut les observer, on peut les voir aller dans cette région-là quand le sang s'en va dans cette région-là. Et donc, ça peut nous donner une idée. Regarde, lorsqu'on met la personne dans un état de colère, il y a beaucoup plus de sang dans telle partie du cerveau que dans une autre partie du cerveau. Donc, est-ce que cette partie-là serait responsable vraiment ou contribuerait du moins à la réaction de colère? Et on voit où le sang va parce qu'on est capable de tracker ces isotopes-là, qui sont dans le sang. C'est comme des marqueurs. Il y a aussi l'électroencéphalographie, le EEG. Ça, ce qu'on fait, vous avez peut-être déjà vu ça, vous mettez un paquet de ventouses électriques sur le crâne. Et, téléphone, je reviens dans quelques minutes. Ok, je suis de retour. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, l'électroencéphalographie, EEG. Donc, on met des ventouses électriques, des ventouses qui captent l'activité électrique locale sous le crâne. OK? Donc, c'est toujours avec cette même idée que les neurones, des groupes de neurones, des neurones fonctionnent en créant des courants électriques, dans le fond. Et donc, on peut détecter l'activité électrique en utilisant des ventouses qui vont capter, la détecter. Parce que cette activité électrique-là passe quand même, on peut quand même la détecter à travers le crâne. OK? Pour des raisons physiques que je ne comprends pas, mais ça fait rien. Et donc ça va pouvoir nous dire quelque chose. Donc on pourrait vous mettre un paquet de ventouses et puis essayer de vous demander par exemple d'utiliser votre propre mémoire pour vous mettre dans un état de tristesse. Vous essayez de vous souvenir de quelque chose de triste, vous faire écouter de la musique triste et ainsi de suite. Puis là, vous nous dites quand vous êtes quand même triste, et puis là, on voit que y a telle partie du crâne, alentour de telle partie du crâne, il y a plus d'activité électrique. Donc là, on pourrait peut-être conclure de ça que la région du cerveau qui est en dessous de cette partie-là du crâne contribue à votre état de tristesse, par exemple. C'est peut-être une région qui est importante pour activer les muscles qui fait qu'on fait des visages tristes qui sont importants pour se sentir triste, par exemple. Quelque chose comme ça. Mais encore là, ça ne détecte pas ça, l'activité d'un neurone, ou même de 2 neurones. Là. Ça détecte l'activité globale de plusieurs milliers, voire millions de neurones qui sont en dessous d'une région du cerveau. Là. Fait que la résolution de ça est probablement assez faible. Mais c'est une stratégie. Il y a aussi l'IRMF, ou fMRI en anglais, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Elle, ce qu'elle fait, c'est un peu comme le TEP, sauf qu'on n'a pas besoin d'injecter un isotope. C'est que, en fait, dans le sang, il y a de l'oxygène. Et tel que je le comprends, les atomes d'oxygène ont une certaine caractéristique à propos d'eux, en anglais puis en physique on appelle ça un spin, ils ont un certain spin à propos d'eux, qui fait qu'avec un magnet, pourquoi j'oublie le mot magnet, je vais juste te dire en anglais, je suis désolé, avec un magnet assez fort, un aimant. Avec un aimant assez puissant, on peut d'une certaine manière, on peut détecter, si on veut, l'oxygène dans le sang. Et donc, ceci nous permet d'observer le sang en temps réel bouger à travers le cerveau. Parce qu'on track l'oxygène qu'il y a dans ce sang-là. OK? Et donc, je pense en fait que l'aimant, ce qu'il fait, c'est qu'il est tellement puissant qu'il change le spin des atomes, il change la direction d'une certaine manière des atomes d'oxygène, et ça fait qu'il est capable de les tracker, de les voir en vrai temps. Là. Il est capable de voir le sang bouger en observant l'oxygène bouger dans le sang. Et donc, quelque chose comme ça.
Et donc là, la logique est la même que tantôt, que dans le fond, les régions du cerveau qui s'activent sont des régions qui reçoivent plus de sang. Et donc, si une région s'active, est activée pendant la colère, par exemple, donc on va dire qu'elle contribue à la colère, et ce qu'on devrait voir, donc, c'est qu'elle reçoit plus de sang. Donc, on peut, par exemple, vous mettre dans un état de peur et noter que certaines régions de votre cerveau reçoivent plus de sang que d'autres. Et on observe ça en voyant où va tout l'oxygène, par exemple. Certaines régions dans la colère reçoivent plus de sang et donc d'oxygène, vraiment parce que ce qu'on track, c'est l'oxygène, mais on utilise l'oxygène pour tracker le sang, dans le fond. Reçoivent plus de sang oxygéné que d'autres parties dans la colère. Et donc, avec ça, on pourrait dire, regarde, quand la personne a peur, ces parties-là ont reçu plus de sang, donc plus d'oxygène, donc on pense que ces parties-là sont plus actives, donc contribuent plus à la peur, alors que dans la colère, c'est ces parties-ci qui ont reçu plus d'oxygène ou de sang oxygéné. Donc dans la colère, c'est plutôt ces parties-ci qui contribuent. Et puis là, on peut voir, regarde, comme c'est bizarre, dans la joie et dans la colère, même si on pense que c'est deux émotions différentes, c'est pas mal les mêmes parties du cerveau qui reçoivent l'oxygène, donc c'est bizarre, tu sais. Ça nous permet de faire des observations comme ça, okay, au niveau neuroanatomique. Je vais prendre une pause pour faire d'autres choses, puis je vais enregistrer le reste plus tard, donc je vous laisse avec ceci pour l'instant. Ciao!